Bonsoir et merci d'être avec nous. L'événement ce soir, c'est à Bakhmout où le sort de la guerre a basculé. L'ampleur est différente selon qu'on écoute les Russes ou les Ukrainiens. Paola, quel est l'état précis de la situation de ce qu'on en sait à cette heure? Bon, alors l'Ukraine nie toujours la capture totale de cette ville symbole, mais le groupe Wagner la revendique plus que jamais. Et dans cette guerre de communication se dessine la victoire de Wagner, en tout cas dans la ville, car on va voir qu'il pourrait y avoir un coup d'après. On atteste ces images qui nous parviennent depuis hier soir. D'abord, ces drapeaux russes et ces drapeaux des bannières de Wagner qui sont brandis partout par les mercenaires. Il y a aussi ces coups de feu qui sonne la victoire après 224 jours de combat. Et ce communiqué de Vladimir Poutine qui félicite Wagner pour la libération d'Artemievsk, le nom russe de Bakhmout. Alors victoire presque concédée à demi-mot ce matin par Volodymyr Zelensky lors de sa rencontre avec le président américain Joe Biden. Eh bien, il a prononcé un discours pour le moins sibyllin sur la prise de Bakhmout. Écoutez-le. Vous devez comprendre qu'il n'y a rien. Ils ont tout détruit. C'est une tragédie. Aujourd'hui, Bakhmout est dans nos cœurs. Il n'y reste rien. Il y a beaucoup de soldats russes morts, mais c'est eux qui sont venus chez nous. Voilà, Bakhmout n'est plus que dans nos cœurs, sous-entendu. Eh bien, Wagner a pris un champ de ruines, mais vous allez voir que 2 heures plus tard, eh bien, volte-face, le président Zelensky apparaissait soudain beaucoup plus combatif. Aujourd'hui, ils remplissent leur tâche très importante à Bakhmout. Je ne vous dirai pas où exactement, mais Bakhmout n'est pas du tout occupé par la Fédération de Russie, et cela ne peut pas être interprété autrement. Voilà, donc Zelensky dément donc la prise de Bakhmout, mais que contrôle encore l'Ukraine? Pas grand-chose, une partie insignifiante, selon l'aveu même du commandant des forces terrestres ukrainiennes, Oleksandr Syrski. Voilà son communiqué. Malgré le fait que nous contrôlons désormais une partie insignifiante de Bakhmout, l'importance de sa défense ne perd pas de sa pertinence. Paola, merci beaucoup. Les mots sont pesés, évidemment. On a ici Syrski qui est un personnage des plus importants de la guerre. C'est vraiment le commandant des forces terrestres. Quand il dit partie insignifiante, on comprend ce que ça veut dire. Il reste très peu, mais il reste peu. Il s'accroche aux deux. Les deux éléments sont importants, Aniva. Oui, tout à fait, mais je pense qu'il a dit ça pour bien clarifier. En fait, on a affaire là à une bataille de communication des deux côtés, bien évidemment. Tout le monde sait bien, et je pense que les téléspectatrices et téléspectateurs de LCI ont quand même bien compris que c'est pas la prise de Bakhmout qui va changer cette guerre. C'est-à-dire, sur le long terme, rien n'est déterminé à Bakhmout. Mais il est très important que... Donc, d'habitude, on a toujours une information et une contre-information. Là, on a eu Volodymyr Zelensky, et moi, je lui jette pas la pierre, qui samedi a dit quelque chose parce qu'il n'était pas tout à fait au courant, parce qu'on lui posait une question dans une conférence de presse, et puis il a clarifié sa position, et Syrski justement a contribué à la clarifier. De fait, les versions se rapprochent en réalité, pas sur l'avenir, pas sur la suite de la guerre, parce que là vous nous en parlez, Oksana, évidemment il y a deux projets très différents, mais sur les faits actuels, quand on dit partie insignifiante, ça veut bien dire, est-ce que c'est 99,8 ou 9 ou 99% qui est tenu par les Russes? Ça change pas grand-chose en réalité. En fait, vous avez une ligne de front qui fait nord-sud, et la ligne de front à Bakhmout, elle passe dans la lisière de la ville, point final. Et ils vont rester comme ça un certain nombre de semaines, un certain nombre de mois, en attendant que ça bouge. En fait, tout simplement, c'est ça. Simplement, la ligne de front, elle passe par les faubourgs ouest de la ville, tout simplement. Par contre, ce qui est intéressant, c'est en termes de communication. À la limite, aujourd'hui, la communication ukrainienne n'est pas très importante, puisqu'en fait, c'est un fait acquis, et concrètement, ils ne peuvent pas dire autre chose que ça. Par contre, du point de vue russe, ça change tout, parce que Prigojine a une autre communication, les Russes ont une autre communication. Pourquoi? Parce que c'est la première fois qu'ils ont une victoire depuis 8 ou 9 mois. L'important, on l'a bien compris, c'est la suite, et on va en parler, mais avant ça, si on s'arrête exactement, quand on dit partie insignifiante, c'est quoi? Eh bien, alors des parties insignifiantes, il y a des images qui nous sont parvenues ce matin. Elles sont des forces ukrainiennes qui semblent avancer, progresser au sein de la ville, qui tentent de gagner quelques mètres. Ça se passe, voilà, vous allez le voir, les voilà donc avancer presque au porte-à-porte, mètre après mètre. Alors on ne sait pas si ces images datent bien de ce matin. Elles ont été postées ce matin, en tout cas. Pour Evgeny Prigojine, le patron de Wagner, c'est impossible. Il n'y avait plus d'Ukrainiens dans Wagner. Les Ukrainiens mentent. Écoutez-le.
Il n'y a pas un seul soldat ukrainien à Bakhmout car nous avons cessé de faire des prisonniers. Il y a un grand nombre de cadavres de l'armée ukrainienne. Bakhmout est prise complètement le long de toutes ses frontières légales jusqu'au dernier centimètre. Par conséquent, Volodymyr Zelensky est malhonnête. Ou, comme beaucoup de nos chefs militaires, il n'est tout simplement pas au courant de ce qui se passe sur le terrain. Ça pourrait être ça. Il y a environ 1h30, le dernier à avoir traversé la route était en robe de femme. Ils l'ont abattu. Nous ne faisons pas de prisonniers. Bon, toujours le discours de Prigojine. Bon, on voit bien que cette affaire de mètres carrés, là, n'est pas vraiment l'enjeu. Ça réside vraiment dans le coup d'après. Et on peut se demander si cette victoire de Wagner n'est pas une victoire en trompe-l'œil. Car regardez, il y a des images des Ukrainiens, des forces ukrainiennes qui semblent avancer sur les flancs de la ville. Comme on atteste ces images qui pourraient être peut-être une contre-offensive, ou en tout cas une stratégie. Car selon toujours Oleksandr Syrski, eh bien voilà ce qu'il a prononcé. Nous continuons d'avancer le long des flancs de la banlieue de Bakhmout et nous approchons en fait d'un encerclement tactique de la ville. Oleksandr Syrski qui était à Bakhmout aujourd'hui sur la ligne de front et qui confirme l'offensive sur les flancs de la ville, plus que la prise totale ou partielle de Bakhmout. Et cette bataille de version qui semble s'accorder, eh bien la vraie question de ces prochains jours se joue sur les flancs. Le groupe Wagner est-il tombé dans une souricière? Et on verra aussi ce que le Kremlin fera de cette victoire à la Pyrrhus. Paola, merci beaucoup. Oksana Melnichuk, on comprend qu'il y a une forme de projet ukrainien de reprendre la ville par les flancs. Oui, vu qu'il y a beaucoup de malcompréhension dans tous les médias un peu partout, j'ai demandé aujourd'hui une explication de la part d'un militaire, donc spécial pour LCI pour ce soir, une explication d'un militaire ukrainien. Mais je vais parler sur votre contrôle si j'ai mal noté quelque chose. Alors, on a commencé une opération. L'opération qu'on observe aujourd'hui, c'est une opération qui était commencée, comme a dit général Syrski. C'est une opération tactique quotidienne pour encercler Bakhmout. C'est le commencement de notre action pour baisser toute la tension qui était autour de Bakhmout ces derniers mois. En fait, il s'agit des auteurs qui sont autour de Bakhmout. Et les Russes, au départ, ils ont essayé de prendre ces auteurs pour continuer leur offensive pour aller à Slaviansk, à Kramatorsk. Et c'est nous maintenant qui prendrons cette hauteur. Donc les Russes, ils sont retrouvés dans le sorte de, comment ça s'appelle, Katlavan, Katiol, non, pas souricière, mais aussi une sorte de casserole, vous voyez, de cuvette, une cuvette. Voilà, que c'est un mouvement tactique qui varie entre 500 km, voilà. Évidemment. Et, disons les choses franchement, tous ceux qui soutiennent l'Ukraine ont envie de croire que les Ukrainiens pourront contre-attaquer, mais si on est très honnête, si actuellement c'était les Ukrainiens qui avaient pris 99,5% de Bakhmout, on ne dirait pas que c'est une victoire à la Pyrrhus et que c'est tactique. Il ne s'agit pas de la prise de la ville. Ce qu'il explique, que si avant les Russes essayaient de prendre les auteurs et ses flancs, ils n'ont pas réussi. Maintenant, c'est les Ukrainiens qui prennent les auteurs pour les encercler dans la ville. Oksana Melnichuk, on vous a compris. Plus les Ukrainiens partent de Bakhmout, mieux c'est, parce qu'un jour, vers le début de juin, nous devons encercler Bakhmout. Alors, on a, en vous entendant, une version. On entendait sur ce plateau l'autre version. C'était le général Gomar, l'ancien chef du renseignement, qui disait, pour l'instant, on verra la suite, mais pour l'instant, les Ukrainiens habillent un peu vous savez, le général Gomar, il n'est pas sur place. Je vous donne les paroles qui est sur place, de quelqu'un qui est sur place et qui travaille avec Syrski. Donc, écoutons les deux points de vue. L'autre point de vue, celui de généraux qui disent il y a une forme pour l'instant, évidemment, de coup reçu par les Ukrainiens. Ils l'habillent à leur façon. Oui, bien sûr, il y a un coup reçu. Vous avez raison, si c'était dans l'autre sens, les Ukrainiens crieraient la victoire. Il y a énormément de victimes de chaque côté. Beaucoup plus du côté russe, dit-on, que du côté ukrainien. Mais du côté ukrainien, ça a saigné énormément. Tout ça pour défendre 3-4 immeubles. Quand on dit encore une part significative, apparemment, c'est dans le quartier sud-ouest de la ville, c'est uniquement 3-4 immeubles hauts qu'il reste. Donc, ils essaient d'habiller. En réalité, Bakhmout est depuis des semaines et des mois un symbole immense, mais rien ne bouge.
On s'est battu pour quelques dizaines, centaines de mètres. Le front reste figé. On va voir avec ces 2 pinces de crabe apparemment où les Ukrainiens ont avancé ce qu'ils vont faire de cette pince de crabe. Vous avez souligné le point central. Au-delà des kilomètres, comme le mentionnait Paola, les morts, le nombre de morts. On le dit depuis le début et ça met d'accord tous les observateurs. Le but des Russes et des Ukrainiens, c'est de faire le maximum de morts ennemis. Et ils l'avouent, et c'est réciproque. Or là, évidemment, il y a de ce point de vue une grande défaite ukrainienne aussi et russe aussi. Oui, parce qu'effectivement, cette fixation, on l'a beaucoup dit, n'avait pas forcément une logique purement militaire. Mais chez les Russes, ça relevait du symbole, en particulier chez Prigojine. Ils voulaient prendre Bakhmout, et là, semble-t-il, c'est le cas. Alors après, les Ukrainiens peuvent expliquer qu'ils ont perdu la ville pour mieux la gagner. Bon, c'est normal, ils cherchent des éléments de langage, mais objectivement, il semblerait ce soir que c'est plutôt les Russes qui soient à l'offensive. Mais qu'est-ce que voulaient faire les Ukrainiens? Ils voulaient qu'il y ait un maximum de morts chez les Russes. Et de ce côté-là, c'est réussi. Et puis l'autre succès, entre guillemets, ukrainien, c'est que c'est une victoire de Prigojine. J'imagine ce soir l'ambiance chez le ministre de la Défense, Shoigu, le ministre russe, ou chez Gerasimov, le chef d'état-major des armées, dont on sait qu'il déteste Prigojine et Wagner. Rien que ça, c'est un élément positif pour les Ukrainiens. Mais la réalité tactique, elle semble bien celle-là. Même si il est... Zelensky est extraordinaire, parce que moi j'ai lu et relu ses déclarations. Vous savez, ça fait penser à Alan Greenspan, qui était l'ancien président de la réserve fédérale américaine, et quand il faisait des conférences de presse, il fallait qu'il fasse attention, parce que ses propos pouvaient déclencher des opérations de spéculation. Et donc il disait toujours, j'espère que vous ne m'avez pas compris, parce que sinon c'est que c'est raté. De ce côté-là, Zelensky a réussi. C'est ce que dit aussi Niels Bohr, de la physique quantique. Si vous m'avez compris, c'est que vous n'avez rien compris. Mais là, le poids des morts, la comptabilité est évidemment macabre, mais une des clés, qui a gagné ou non, c'est qui pourra le plus vite renouveler tant de morts, tant de dizaines de milliers de morts. C'est pas ça la question. Pour moi, c'est pas ça la question. Pour moi, la question, peut-être que pour Oksana, c'est autre chose, mais pour moi, la question, c'est qui va contrôler Bakhmout? Parce qu'on est tous là en train de spéculer sur qui a gagné, qui a pris, qui n'a pas pris. Mais qui va contrôler, qui va maintenir sa présence à Bakhmout? Est-ce que Prigojine va disparaître? Qui va le remplacer? Est-ce que des forces régulières russes vont le remplacer comme ça au pied levé dans Bakhmout? Est-ce qu'il peut se désengager si vite sans conséquence? C'est pas si facile, ça va pas être facile pour ceux qui s'affirment être victorieux ce soir, c'est-à-dire les Russes dans Bakhmout, de continuer à l'être. On va revenir à tous ces aspects, l'aspect des morts, l'aspect tactique, l'aspect des symboles. D'abord celui-là, regardez ces images que nous venons de recevoir il y a quelques minutes seulement. Évidemment, là, c'est le côté symbolique, politique, tel que Prigojine et ses hommes veulent le montrer. C'est le drapeau de Prigojine, le drapeau de Wagner hissé au plus haut. C'est une manière de dire, si on était atteignable, on serait atteint. Donc, effectivement, on tient de fait une grande partie du centre, généralement. C'est toujours la même chose, ce sont les symboles. Comme la prise de Berlin, quelque part, il y a un symbole, mais Bakhmout n'a absolument aucune espèce d'importance. À la limite que ce soit tenu ou pas tenu, ça n'a aucune espèce d'importance. Pourquoi? Parce que si cette offensive ukrainienne se déclenche un jour ou l'autre, son Bakhmout, ce sera plus qu'un point ruiné sur le front. Le deuxième point, sur le nombre de morts, les Américains ont essayé d'évaluer les chiffres qui tournent, qui sont absolument incroyables. On parle de chaque côté quasiment du même nombre de morts, entre 200 000 et 200 000 morts et blessés de chaque côté. Les chiffres sont absolument considérables. Alors, faut savoir, c'est un article, une interview de Miley dans Foreign Affairs, et qui a émis ces chiffres, qui sont des chiffres absolument incroyables. Donc aujourd'hui, le nombre de morts est incroyable. Il faut savoir une chose, c'est qu'il y a une logique russe qui a été écrite par Alexandre Zvetchin en 1920, qui détermine en fait deux doctrines. La première, la première doctrine, c'est c'est une forme de guerre d'attrition, et là on est vraiment dans une guerre d'attrition, et cette guerre en fait favorise les Russes. Pourquoi? À cause du nombre de Russes, 140 millions de Russes contre 40 millions d'Ukrainiens. Donc de toute façon, les Russes ont intérêt à aller vers une guerre d'attrition avec les Ukrainiens. Restons sur cette image tellement forte. Je rappelle que nous venons de la recevoir. Tout est significatif dans cette image. D'abord, ce sont les couleurs de Wagner, pas les couleurs de la Russie. Le drapeau noir. Ouais. C'est pas le drapeau russe, effectivement, qu'ils ont mis. Mais ça, on le sait. Wagner fait comme ça tout le temps. Mais là, ça a une autre portée que c'est sur un bâtiment. Non, mais cette image-là. Ce matin, toutes les télévisions d'État russes ont ouvert leur bulletin d'information sur Bakhmout, ce qu'il ne faisait jamais, Darius. Vendredi dernier, on en a parlé avec vous, je vous disais qu'elle n'évoquait jamais Bakhmout, parce que Bakhmout n'était pas encore prise à leurs yeux. Mais en ouvrant sur Bakhmout, ils n'ont absolument pas parlé de Prigojine, c'est-à-dire le nom de Prigojine n'est jamais évoqué. Ils reprennent le bénéfice. En revanche, la première chaîne, Pierre Vekana, a montré des combattants de Wagner
en disant que c'était des combattants de Wagner. Ce que Rassi a dit n'a pas fait. Donc, même si le communiqué du ministère de la Défense, qui est la source ultime, a mentionné Wagner en disant que c'est grâce à Wagner, entre autres, que Bakhmout avait été gagné, selon les officiels russes, eh bien, ça n'est pas repris. C'est pour vous dire comment ils se méfient par les chefs d'État russes. Et l'armée régulière essaye déjà de tirer la couverture à elle. Elle mentionne notamment que ces avions, que l'aviation régulière a compté dans le basculement des choses. Un mot vraiment, si on reste sur cette image. Non, mais l'image est incroyable. D'abord, le drapeau. Et puis, alors, Nicolas Conter, notre chef d'édition, dit moi, je ne reconnais pas la photo. Est-ce que c'est derrière une photo de Vladimir Poutine? Oui, bien sûr, c'est Poutine. C'est Vladimir Poutine derrière? Non, ça n'a pas l'air. Attendez. Pas sûr. Compliqué. Non, mais l'image est vraiment incroyable parce que... Dagavar, il va être dur de ne pas se mettre d'accord avec les débiles. Qu'est-ce qui est écrit en russe? О дебилах разговаривать. Ou alors c'est débile, А с дебилами разговаривать. Ouais, mais je vois pas l'image. On peut pas le baisser un tout petit peu. J'ai pas l'impression que ce soit Poutine. Alors, compliqué à voir. Ouais. Je me permets de faire une parenthèse. Pendant que passent ces images, pendant les sujets, il y a Oksana Menichuk et Anne Niva qui parlent en russe non-stop, comme ça on ne comprend rien à ce qu'elles disent. Elles disent peut-être des horreurs sur nous. Ils sont idiots, ils comprennent rien. Mais vous savez, dans cette opération, ce qui est important, de savoir quels sont les objectifs des Ukrainiens. Et nous, on ne connaît pas la stratégie de Zaloujny. C'est seulement Zaloujny qui connaît son histoire. Et je rappelle que la ligne de front active aujourd'hui, c'est 1300 km. Bakhmout, c'est 13 km. C'est 1% de front. Et ici, Zaloujny, il s'est moqué déjà de son ami Gerasimov. D'ailleurs, elle a dit que c'est une seule personne dont il lit les textes. Et Gerasimov, il s'en fout de Bakhmout. Parce que Gerasimov, il possède 2 millions d'hommes en train d'être mobilisés, 400 000 hommes sur le terrain, tandis que sur la ligne de front, 1300 km, il s'en fout de Bakhmout, il s'en fout de Prigojine. C'est une petite victoire de Prigojine. Pas Prigojine, il s'en fout pas. Voilà, c'est une petite victoire de Prigojine. Et on a l'impression que Gerasimov sera content si Prigojine va être encerclé et exterminé là-bas. Et on verra tous ces aspects. Mais l'image est incroyable. L'image est incroyable parce que c'est vraiment du Prigojine pur jus. On a l'impression qu'il y a deux guerres. Il y a trois fronts. Il y a le front ukrainien, il y a le front russe, donc les guerres des deux pays, et puis il y a une troisième guerre qui est la guerre du Prigojine. Il a privatisé une sorte de guerre. Il a privatisé une sorte de guerre où il est à la tête, il ne faut pas l'oublier, de cette milice privée à qui l'armée russe a confié au début un territoire. Ils s'en sont bien sortis, mais il manquait de munitions. Ça a été on vous en donne pas. Au fur et à mesure, finalement, Poutine a donné le feu vert. Et là, il met, mais c'est quand même dingue, il met son propre drapeau et non pas le drapeau russe. Ça me fait penser à la phrase d'hier où il a dit, dans un mano à mano avec Zelensky, il lui a dit quand même, vous êtes bien battus, hein, les soldats ukrainiens. Si ça continue, vous serez la deuxième armée du monde après Wagner. Il y a une gradation. Il n'y a pas un mot pour les Russes. Il y a une gradation, les deux drapeaux sont présents, mais c'est toujours d'abord Wagner, c'est Wagner qu'on met tout en haut, et puis à côté, on le voit d'ailleurs dans la guerre, il y a les drapeaux russes aussi, mais oui, mais enfin, celui qui est hissé, les premiers, c'est Wagner. C'est ça. C'est pas le drapeau de Wagner du tout. Alors qu'est-ce que c'est comme drapeau? En fait, il faut savoir qu'il y a des bataillons, parce qu'il y a en gros plus de 15-20 000 hommes. C'est le drapeau d'un bataillon. Oui, voilà, c'est un drapeau de bataillon simplement. Oui, un drapeau de bataillon. C'est pas du tout le drapeau de Wagner. De Wagner. Oui, parce qu'il y a X bataillons. Le camp de bataillon, il est filmé, il est content, il monte son dos. Mais ce sont les couleurs, juste pardon, qu'on comprenne. C'est la même chose. La couleur noire de Wagner. Pourquoi noir? Je ne sais pas, comme Daesh peut-être. Ouais. Non, je plaisante, j'espère. Je ne sais pas. Il faudrait demander à Prigojine. Mais et justement, pour rebondir sur ce que vient de dire Renaud, Prigojine lui-même a dit, je crois, ce matin, qu'il y avait deux réalités en Russie. Il y avait deux réalités dans notre pays. L'une qui est bien réelle, à savoir ce que je fais moi, mes actions, et l'autre qui est pour la télévision russe. À savoir, sous-entendu, à la télévision russe, on ne parle jamais de moi. C'est du fake. Exactement. Donc... En fait, Prigojine continue à être excellent en termes de communication. Parce qu'il a envie de partir le plus vite possible. Et parce qu'il sait que ça va être repris par toutes les télévisions. On va y revenir dans un instant, mais quel est le crédit qu'on peut accorder à un plan ukrainien de reprendre la ville par les bords? On peut rappeler cette image précédente où on voit comment on se bat
aux abords de la ville. Alors l'image, elle a vécu, puisqu'au fond, les conditions maintenant ne sont plus tout à fait les mêmes, mais on comprend bien la géographie de la ville. Ces lieux, et ça rejoint ce que dit Sirski quand il dit on va se battre notamment pour la maîtrise des immeubles élevés aux abords de la ville. C'est exactement ce qu'on voit là. Quel est là, général, le potentiel des Ukrainiens pour essayer de renverser le sort? En fait, ce qui se passe, c'est qu'en fait, les Ukrainiens aujourd'hui fixent les Russes pour les empêcher d'avancer. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il est vrai que Wagner, c'est pas une unité organisée, c'est pas un régiment, c'est pas une brigade. Et donc, en fait, ils ont commis toutes les erreurs que font les unités comme ça, un peu paramilitaires. Et la principale erreur, c'est qu'ils n'ont pas d'officier de liaison. Ils n'ont pas détaché l'officier de liaison dans l'unité du Nord, l'unité du Sud. Ce qui veut dire quoi? C'est qu'en fait, ça a créé des espaces. Et malheureusement pour eux, quelque part, quand Prigojine communique sur le fait qu'il est faible, qu'il n'a pas de munitions, etc., ben ça a aiguisé l'intérêt des services de renseignement qui ont essayé de déterminer des actes. Et ce qui est vrai, c'est qu'il y a les brigades de chaque côté russe ne sont pas collées, si vous voulez, à Wagner. Donc concrètement, sur un front, normalement, le dernier troufion du dernier bataillon touche, le premier touche. Et puis voilà, tout ça, c'est touche-touche. On sait exactement où sont les voisins. Là, visiblement, il y a des espaces et clairement, les Ukrainiens manœuvrent pas mal. Ils ont détecté les espaces et ils sont engouffrés dans les espaces. Donc ils ont pu avancer. C'est comme ça qu'ils ont pu avancer de 2-3 kilomètres.